L'abstraction en mathématiques fait appel à un processus intellectuel complexe. Il s'agit d'analyser, à travers les énoncés de problèmes, les similitudes et les différences, d'identifier les stratégies et procédures de résolution en situation d'apprentissage et de réinvestissement, d'utiliser des symboles comme les schémas et les nombres pour exprimer des relations de plus en plus complexes, et d'être en capacité de reconnaître la structure sous-jacente des problèmes et donc d'être capable de généraliser. Dans le cadre de l'apprentissage de la résolution de problèmes, nous allons voir que le processus d'abstraction passe par 3 phases concomitantes essentielles: la manipulation, la représentation et la verbalisation, qui permettent le passage progressif vers l'abstraction. La manipulation consiste à agir sur des objets tangibles, par exemple des cubes, ou symboliques comme les nombres. Cette phase n'est pas une fin en soi, elle doit engager l'élève dans un travail cognitif et favoriser l'anticipation pour l'élaboration d'une solution à un problème posé. La représentation imagée, sous diverses formes comme une photo, un dessin, un schéma, amène à se représenter quelque chose sans l'avoir sous les yeux. L'action est alors transformée en image mentale. Comme on le voit dans le modèle de Brunner, on passe de représentations proches de la réalité, photo, dessin, à des représentations symboliques sous forme de schémas, puis à l'écriture mathématique. La manipulation et la représentation n'ont pas d'ordre figé dans la démarche de résolution de problèmes. En revanche, elles s'accompagnent obligatoirement d'étapes de verbalisation incontournables permettant d'accéder aux concepts mathématiques et à l'abstraction. La verbalisation permet au professeur et à l'élève de mettre en mots et d'expliciter l'action, sans la produire ou la représenter visuellement. C'est l'étape la plus délicate à travailler, mais elle est essentielle. Vous trouverez dans le guide pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, des compléments sur la progressivité des phases d'apprentissage de la résolution de problèmes. Pour reprendre quelques grandes étapes du processus d'abstraction, il s'agit du CP au cycle 4, dans le cadre du continuum didactique, de passer de situations concrètes, manipulation et représentation à l'appui, vers des situations de plus en plus abstraites, d'expliciter les similitudes et les différences entre les énoncés, de verbaliser les stratégies et procédures de résolution, d'enrichir la mémoire à long terme de problèmes résolus pour pouvoir faire des analogies, de créer une culture commune de la résolution de problèmes en s'appuyant sur la modélisation par le schéma en barre. Cette continuité didactique et pédagogique a pour but de stabiliser les connaissances et compétences de résolution de problèmes des élèves. À cette étape, il convient de préciser un fait important. Nous allons aborder dans cette formation des stratégies de résolution de problèmes fondées sur la modélisation à l'aide du schéma en barre. Nous verrons l'efficacité et les avantages de cette approche, mais il faut rappeler que cela ne fait pas disparaître tous les problèmes. À commencer par un constat très important, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir de la vérification de la compréhension du problème par les élèves. Donc si on néglige cette étape, on va se trouver confronté à des difficultés. Je vais illustrer ce constat au travers d'un exemple, l'exemple proposé par Richard Cabassu dans la précédente capsule, avec le problème des 12 billes et des 4 boîtes. Donc nous avions vu que cet exercice pouvait donner lieu à des modélisations erronées, que ces modélisations soient dans le registre des schémas en barre ou dans le registre préalgébrique. Donc ce qu'il se passe, c'est les élèves voient donc dans l'exercice les deux données, j'ai 12 billes, j'ai 4 boîtes. Ils les mettent en relation additive dans le schéma en barre, ou les ajoutent dans le registre préalgébrique, et effectivement, 12 plus 4 est un calcul correct, donne 16, donc ils répondent, il y a 16 billes par boîte. Donc là, la problématique ici
n'est pas le fait de recourir à une schématisation ou à une modélisation préalgébrique, mais le problème est plus fin. Donc effectivement, donc là, il y a deux faits importants à rappeler. Le premier, c'est que le processus de modélisation n'est pas un processus linéaire. On ne peut pas dire qu'il y a des étapes de manipulation qu'on pourrait restreindre par exemple au CEP, puis finalement une utilisation du schéma en barre en l'occurrence, puis finalement un travail qui permet d'aller vers une trace écrite abstraite, et puis voilà, un abandon pur et simple du schéma et de la manipulation au terme de ces étapes. Donc l'approche est évidemment plus fine que cela, donc ce sera abordé dans cette formation. Le deuxième fait important est effectivement que la schématisation, elle ne peut être utile que si elle est associée à une réelle compréhension du problème, à la vérification de cette compréhension, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas à elle seule lever les difficultés et permettre aux élèves d'accéder à l'abstraction. Là ici, le rôle de l'enseignant est essentiel, donc il doit apprendre aux élèves à vérifier ce qu'ils ont fait, à verbaliser, donc l'étape de verbalisation est ici essentielle. Donc, mais comment remédier à cette difficulté? Donc là, on est devant un constat, nous avons des élèves qu'ils utilisent le schéma en barre ou le registre préalgébrique, ne parviennent pas à modéliser correctement le problème. Le problème ici est en réalité qu'il n'y a pas de sens qui soit donné au problème, il n'y a pas une compréhension de ce problème, et donc il n'y a pas de sens donné aux opérations, puisqu'effectivement obtenir 16 billes alors que l'énoncé en donne 12 montre bien que ce sens n'est pas présent. Alors comment on peut y remédier? Eh bien tout simplement, on peut recourir de nouveau au matériel, même si des manipulations ont pu être proposées précédemment, puis semblent avoir voulu être abandonnées par l'enseignant dans la progression de l'année. Et bien en fait là, on peut recourir au matériel pour donner ou redonner du sens au schéma et à la modélisation. Alors comment ça peut se passer? Donc on peut donner des cubes par exemple, voilà, des cubes, on laisse des cubes, donc on laisse par exemple l'élève prendre 12 cubes dans un groupe, et puis de les, il va essayer de trouver, donc il doit les répartir dans 4 boîtes, et donc on voit qu'il peut finalement, au travers de diverses procédures, diverses étapes, d'essais-erreurs, des ajustements de ces stratégies, pouvoir regrouper ces cubes dans 4 boîtes, donc qu'on voit apparaître sur la photo. Et un élève, en fait, peut même effectivement emboîter ces cubes, si ce sont des cubes emboîtables, pour finalement refaire apparaître ces 4 boîtes. Donc on voit sur la photo qu'en tournant les cubes, il a pu faire apparaître ces 4 boîtes. Et ceci, finalement, va permettre de faire le lien avec la modélisation. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avions 12 billes et 4 boîtes dont on cherche finalement le nombre de billes qu'elles contiennent. Et donc, en fait, ce lien, ce travail, ce recours à la manipulation va permettre finalement de mieux comprendre le signifiant qu'est le schéma par rapport à la situation initiale. Et donc, y compris la résolution de cet exercice. Alors, on peut s'appuyer sur la résolution qui a été faite à l'aide du matériel pour de nouveau comprendre la modélisation finalement qui avait été proposée soit par des camarades ou soit par l'enseignant dans une phase de synthèse et d'institutionnalisation. Mais en fait, effectivement, il peut y avoir évidemment un retour, c'est-à-dire qu'on peut avoir résolu grâce à la modélisation, donc on a fait des essais dans ce schéma pour savoir si ça pouvait y avoir 2 billes dans chaque boîte, 3 billes, 4 billes, etc. Donc trouver la solution. Et il y a ce retour donc au matériel pour vérifier la solution trouvée. Donc en fait, ce qui est essentiel ici, c'est que le lien entre la manipulation, la modélisation, la résolution, en s'appuyant sur des allers-retours et des phases d'oralisation, ce sont ces allers-retours et ce lien qui va être créé qui vont permettre une réelle compréhension du problème et une réelle compréhension des stratégies de résolution de problèmes. Ça va permettre de gagner en efficacité et de développer une approche métacognitive chez l'élève de cette résolution de problème et de ce recours à la modélisation. En fait, le sens entre
le signifié, c'est-à-dire la situation mathématique de l'exercice, et le signifiant qui est le schéma, eh bien, il va être renforcé par la nature du matériel. La nature du matériel joue un rôle extrêmement important car, dans ce cas précis, il y a une congruence forte, au sens de Duval, entre le matériel utilisé et le schéma qui est produit. Donc ça, cette congruence forte, elle n'existe que dans le cas des cubes emboîtables ou de réglettes, puisque nous avons affaire à des manipulations de cubes ou de rectangles, une fois qu'ils sont assemblés, et que justement ce schéma représente est basé sur des rectangles qui sont représentés. Donc ce lien très important, étroit entre le matériel 3D et la représentation 2D va favoriser la compréhension. Concernant les rapports entre modélisation, sens des opérations et processus d'abstraction en résolution de problèmes, on peut rappeler 3 points importants. Tout d'abord, comme on vient de le voir, le fait que le schéma ne doit absolument pas être une coquille vide, un tableau vide dont les cases seraient à remplir, mais il doit absolument avoir pleinement du sens pour les élèves. Par exemple, il peut évoquer les manipulations passées, mais surtout il doit être issu d'une compréhension claire du passage de la 3 dimensions dans la phase des phases de manipulation, des objets manipulés, à la phase de 2 dimensions des rectangles représentés dans ces schémas en barre. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. Après, il est vrai que les élèves vont, avec l'habitude, pouvoir se référer aux problèmes précédemment travaillés en classe, à la banque de schémas qu'ils ont pu produire individuellement, collectivement, que l'enseignant a pu proposer aux élèves, donc ces schémas en barre. Et effectivement, là, le rôle de l'enseignant va être essentiel dans cette explicitation. Donc dans cette référence, alors ça peut s'appuyer effectivement sur des affichages, sur tout un tas de travaux qui peuvent être menés par l'enseignant. Et par ailleurs, la forme visuelle qui est à la fois simple et synthétique de ce schéma, qui se concentre en fait, cette forme, elle se concentre sur la structure mathématique et donc la mise en relation des données, va favoriser ce processus de réinvestissement et va favoriser l'émergence d'une culture commune en résolution de problèmes. Et le dernier point, c'est que ce schéma constitue une mémoire à plusieurs niveaux, donc une mémoire du problème et des étapes de la manipulation. Donc on a vu qu'il y a un rapport à l'énoncé, il y a des problématiques aussi liées au tracé du schéma qui seront abordées dans le moment suivant, donc sur les règles qui permettent de créer ces schémas. Donc il y a aussi une mémoire des étapes et des procédures de la résolution, puisque son caractère synoptique, qui synthétise visuellement l'ensemble des données et finalement aussi les réponses qui peuvent être proposées, va permettre donc justement de rappeler comment l'élève ou un groupe d'élèves ou la classe a pu résoudre ce problème. Et enfin, il s'agit effectivement d'un support concret et partagé qui va permettre de vérifier le résultat, d'expliciter le raisonnement. Donc en fait, on va pouvoir verbaliser que cette argumentation se passe de l'élève vers le professeur, d'un élève vers un autre élève, ou du professeur vers les élèves dans des phases d'institutionnalisation.